Pour la première fois de sa vie, elle s'assit sur son lit en compagnie de ses 79 ans. Le sommier craqua, vibra, résonna, puis le silence se refit tout autour, un silence gris, compact, vaste et particulièrement mélancolique. Il n'était que 5 heures du soir, le ciel restait laiteux. Le soleil, à peine voilé, paraissait immobile, stagnant, s'étalait, pas décidé du tout à aller se coucher. Il amusait d'ailleurs les petits enfants qui, sous ses chatouillis, poussaient des cris aigus, mais lointains, étouffés, qui ne perturbaient en rien le silence poisseux de cette chambre solitaire. Il aurait sans doute suffi à notre héroïne de se lever, de faire quelques pas, de gagner la salle à manger, d'ouvrir la porte-fenêtre, et d'aller voir si les toutes petites feuilles si tendres de ces bégonias daignaient enfin se bronzer, se mordorer dans leurs petits pots, indiquant ainsi qu'ils étaient bons à repiquer. Depuis 15 ans que Jules était mort, voir pousser avait été son grand plaisir. Elle aimait encore regarder les oiseaux, les chasser, en battant des mains, en leur faisant froute-froute avec les grimaces les plus vilaines, quand ils picoraient les semis avec un petit peu trop d'effronterie. Du vivant de Jules, elle était intimement persuadée qu'il lui était rigoureusement interdit de s'occuper du jardin. Jules était un maniaque. Le jardin était sacré. Il avait laissé la prairie aux enfants pour jouer, mais son potager, son parc floral, il était le premier à rigoler de son emphase avec les épaules toutes secouées, son potager bien clos, grillage, porte, cadenas, était ultra bichonné. Jules réglait la taille des différentes planches au pied à coulisses. Pas un poil d'herbe ne dépareillait leur parfaite platitude. Quand il rentrait de ses déplacements, il poussait des ululements barbares parce que le chien-dent et le pissenlit avaient un peu trop pris leurs aises et il courait ôter frénétiquement ses beaux habits de représentant de commerce, revêtait ses bleus couverts de placards d'argile séchée aux genoux et ses gros godillots boursouflés, et il s'activait férocement de la binette et du déplantoir. Il travaillait jusqu'à la nuit tombée, après quoi il s'affalait sur son lit riche d'un lumbago et de courbatures diverses, en soufflant de douleurs bien méritées. Rosette, notre héroïne, la femme de Jules, ne s'appelait pas Rosette, mais Françoise, comme tout le monde. Mais Jules, tout à ses goûts floraux, l'avait affublée de ce surnom, un soir parfumé au crépuscule lent où le grand rosier était dans toute sa splendeur. Rosette pensait dans sa candeur qu'elle n'était autorisée à franchir le portail d'entrée du potager que pour des visites vespérales, où elle était conviée à exprimer fortement son admiration. En fait, Jules aurait bien aimé qu'elle vienne de temps en temps lui donner un coup de main, la voir sarcler, repiquer à ses côtés, là, à droite, à 3 pas, dans le même alignement, en même temps que lui, l'aurait rendu le plus heureux des hommes. Mais il n'osait pas le dire. Il était convaincu que les travaux des champs répugnaient à Rosette, qu'elle avait les mains trop blanches, la chair trop délicate, le rein trop gracile, et pour tout dire, Jules, qui avait pu être traité par certains autocrates de macho et de scélérat, considérait que la pelle, la bêche et l'arrosoir étaient indignes d'une femme. Ce n'est que quand Jules tomba malade, long, interminable cancer, et quand Jules fut mort si court, que Rosette se sentit autorisée, plus qu'autorisée, poussée, obligée à entretenir le jardin. Jules était là dans son fauteuil, puis dans son lit à regarder ce jardin. Plus que de la maladie peut-être, il souffrait de voir cet endroit périclité, les planches perdre leur belle rectitude sous le ruissellement des pluies, le laiteron hissé au-dessus des salades sa triste fleur jaunâtre. Il était soulagé un instant de voir Rosette à 10 mètres, arracher d'oseille sauvage avec presque toute sa carotte, puis tout de suite, après, il était malheureux, désespéré, coupable, parce que ce n'était pas le travail d'une femme. Et puis, Jules mourut.